Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accompagner, d'être fidèles à cette matinale des leaders éclairés, saison 4. Donc aujourd'hui, nous recevrons Catherine Gouillard qui va témoigner sur les transformations et comment on a réinventé le leadership au sein du groupe de la RATP. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Myriam. Alors, Bonjour à tous et à toutes. voilà, j'espère que vous nous entendez bien. Je vais faire comme d'habitude, je le fais. Je vais d'abord vraiment remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, les partenaires de diffusion. Donc, il s'agit de Grow All-in, réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer, de FIPLUS, le méta-réseau des financiers d'entreprise. Ça vous parle, Catherine, j'imagine. Oui, oui. Femmes ingénieures qui, depuis le début, vraiment nous accompagnent, relaient les informations et sont très, très présentes au matinal. Donc, un grand merci à Femmes ingénieures. PW Lyon est le réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme. Donc voilà, et Lyon Décideur, qui est notre partenaire presse présent sur Lyon. Donc merci à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette matinale, pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais vous faire une très courte présentation pour dire qui je suis, vous présenter l'actualité de l'écosystème de la fabrique des leaders éclairés, et puis effectivement après laisser la parole à Catherine, avec la possibilité, vous le savez, dans le chat, puisque vous êtes présent dans le chat, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous dire si tout est OK pour vous? Et puis, vous pourrez interagir en posant les questions que vous souhaitez à Catherine, qui se fera le plaisir d'y répondre. Donc, voilà, je suis Muriel Montagnier. J'ai fondé et je dirige le cabinet HMR Consulting depuis 12 ans. Et notre vocation, c'est d'accompagner tout ce qui est transformation à fort enjeu humain. Donc, quand on appelle transformation à fort enjeu humain, c'est très simple. C'est tout ce qui touche à la conduite de changement, tout ce qui touche à comment je mets en œuvre la stratégie, comment je fais en sorte que la stratégie soit non seulement efficiente, mais opérante. Et quand on touche à l'humain, eh bien, on a cette dimension à la fois technique d'excellence opérationnelle, comment je travaille sur améliorer les processus dans l'entreprise, régler les ajustements nécessaires pour que tout se passe bien. Il y a aussi une dimension tactique et c'est cette dimension humaine d'engagement des collaborateurs dans ces transformations-là. Comment est-ce que je crée la culture managériale, la culture de leadership pour que le terreau soit favorable. Et depuis 13 ans qu'on exerce, qu'HMR, que j'ai fondé HMR Consulting, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a ces dimensions-là tactiques sont aussi importantes que ces dimensions techniques. Et voilà, et l'humain, c'est ce qui fait en sorte qu'on réussit pas une transformation. Et au fur et à mesure des matinales, si vous nous suivez, vous voyez que c'est vraiment là qu'on met l'accent. Donc voilà, et pour exercer cette mission qui est la nôtre, accompagner les entreprises, eh bien, on a 3 pôles d'excellence, un organisme de formation, on a un pôle consulting avec des consultants qui sont capables de faire des diagnostics et d'imaginer et de regarder justement quels sont les dysfonctionnements dans l'entreprise. Et puis, on a un pôle d'executive coach qui permet justement d'accompagner le volet humain. Et donc, ces 3 pôles nous permettent de rendre efficiente et opérante votre stratégie. Donc voilà le pôle historique et le core business d'HMR Consulting. Et ensuite, maintenant, un petit peu d'actualité sur la fabrique des leaders éclairés. Donc cet écosystème que j'ai créé en 2019, moi je l'ai créé en 2019, rappelez-vous, c'est avant le Covid, avec vraiment la sensation et l'intuition qu'on rentrait dans ce monde VUCA, qui existait déjà, mais on n'en avait que les signaux faibles, et qu'il fallait justement qu'il y avait des changements de paradigme. Dans les changements de paradigme, vous les connaissez, hein, l'écologie par rapport à les ressources par rapport à l'écologie et le vivant, la finance par rapport à l'économie réelle, l'IA dont on parle beaucoup aujourd'hui justement par rapport à l'humain, c'est quoi le rôle, et justement le leadership. Et l'environnement et l'évolution des systèmes de valeurs, de nos cultures et de ce qui se passe à l'extérieur nous oblige dans nos entreprises à pouvoir faire réinventer notre leadership parce qu'effectivement, si on veut adresser les nouvelles problématiques et la complexité, la permacrise qu'on est en train de vivre, eh bien, on ne peut pas le faire avec les mêmes paradigmes que ce qu'on a fait auparavant. Donc moi, j'ai créé l'écosystème La Fabrique pour me dire comment est-ce qu'on fait pour accompagner les dirigeants d'entreprise dans cette mutation, dans cette réinvention du leadership. Et donc pour ça, 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier d'inspiration. Et effectivement, les matinales en font partie. Donc, avec Catherine aujourd'hui, je vous ai mis, et vous le verrez, notre prochain invité, qui sera le PDG du groupe WeCare. Donc, on va être vraiment sur le numéro 1 du service à domicile. Un autre pilier, l'entraide.
avec des clubs de leaders, des leaders éclairés. Je vous invite, si vous le souhaitez, on a une séance de découverte pour le club BTI le 4 avril prochain. Donc, vous pouvez et vous voyez les coordonnées qui s'affichent sur le site dès maintenant. Et puis le club international que nous lançons à partir du 28 mars, où il y a une séance découverte aussi. Et si vous avez des collaborateurs ou des membres de comité de direction, puisque c'est le prérequis, qui sont à l'étranger, eh bien, vous pouvez les inviter à ce qu'ils rejoignent notre workshop en anglais. Et puis le dernier pôle, c'est le pôle de croissance de leadership, parce qu'il fallait aussi travailler sur cette réinvention. Et donc, on a créé des parcours qu'on met en pratique chez nos clients et pour justement amener les comités de direction, les dirigeants, les managers et les top managers à pouvoir développer et réinventer leur leadership pour avoir un leadership qui corresponde vraiment aux enjeux et qui puisse être en capacité à faire face aux enjeux qu'on est en train de vivre. Donc voilà les 3 piliers de la fabrique des leaders éclairés. Le premier pilier d'inspiration, et j'espère que ça va être aussi le cas aujourd'hui comme ça l'est chaque fois. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Catherine Bouillard. Catherine, vous avez mené une transformation structurelle en milieu complexe. Parce qu'on peut effectivement le dire, le groupe RATP, on en entend beaucoup parler en ce moment, compte tenu des enjeux des Jeux Olympiques. Complexe, vous nous expliquerez pourquoi. Moi, j'ai 3 questions à vous poser, comme je fais d'habitude. Vous pourrez y répondre et puis je vous invite aussi à prendre toutes les questions que je vous ferai circuler au fur et à mesure qu'elles seront posées par les gens qui assistent à cette matinale pour que vous puissiez aussi avoir une interaction. C'est important pour nous, c'est vraiment pas du descendant. Hein, Catherine ne fait pas une conférence, mais c'est vraiment une participation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions pour que ce soit complètement clair pour vous. Donc, la première question, Catherine, que j'ai envie de vous poser, et ensuite, je vous présenterai, c'est quelle tactique et comment la construire, comment on met une transformation structurelle en milieu complexe, quelle tactique et comment la construire, comment la mettre en œuvre et la déployer, et quel leadership pour l'accompagner. Et pour ça, Catherine, votre expérience, elle est extrêmement riche. Vous avez démarré vous avez été directrice DAF, en fait, hein, puisqu'on parlait du réseau FIPLUS, chez Air France, vous avez commencé votre carrière, chez Eutelstat et ensuite chez Rexel. Chez Rexel, vous êtes ensuite devenu DGD, en fait, avec un périmètre élargi. Et puis, de 2017 à 2022, pardon. Oui, ça a duré plus longtemps que 2 ans. Oui, c'est un peu le temps. Oui. Un petit peu. Vous avez été PDG du groupe RATP. C'est là qu'effectivement, vous avez initié cette transformation. Depuis, vous avez démissionné, et ça c'est important de le dire parce que voilà, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, depuis septembre 2022. Mais comme vous êtes une femme très active et que vous restez très très peu longtemps sans vous occuper de plein de choses et vous nourrir de plein de choses, eh bien depuis le 30 septembre 2022, vous êtes présidente du conseil de surveillance d'un gynéco. Oui. Et donc voilà, et vous poursuivez vos activités tout en une autre transformation, mais pour aider les dirigeants à la réussir cette fois-ci. Voilà. Donc je me soigne, c'est-à-dire après avoir effectivement une longue carrière exécutive et pour les raisons que vous évoquiez, Muriel, j'ai fait un choix qui effectivement m'a porté à quitter le groupe RATP. Et aujourd'hui, j'ai des fonctions non exécutives, donc de board member, de membre de conseil d'administration de grandes sociétés du CAC 40 comme Airbus et Air Liquide, mais aussi d'aider une entreprise qui est en pleine transformation, une des plus anciennes French Tech Company, qui est Ingenico, qui existe depuis 40 ans et qui a effectivement un périmètre international dans un secteur, les paiements, où justement les transformations sont très rapides. Voilà. Donc je continue la transformation, mais avec un autre rôle, voilà, qui est presque un peu plus proche que le vôtre, du vôtre. Hein. C'est à la fois challenger et aider l'équipe dirigeante d'Ingenico à réaliser cette transfo, mais je pourrais en parler plus tard. Voilà. Alors, si on revient à la RATP, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte, en fait? C'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit… C'est très important. C'est structurel et c'est complexe. Voilà, la transformation. Alors, j'allais dire, ce qui est génial, j'avais presque envie de démarrer par une provocation, c'est-à-dire que
ce qui serait super, ce serait de ne pas avoir à en parler de la transformation, c'est-à-dire qu'elle se fasse naturellement. Et c'est peut-être un peu plus le lot des startups qui, naissant tabula rasa, ont j'allais dire, la capacité d'insuffler la transformation au quotidien. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous arrivez dans une entreprise qui a une histoire, une très forte culture, et que pour des raisons notamment extérieures, il va falloir la transformer parce qu'il n'y a pas d'autre choix, puisque si elle restait en l'état, elle ne serait pas, entre guillemets, adaptée à son nouveau écosystème. Donc, dans ma carrière, rapidement, il y a ce que j'appelle des déclencheurs de transformation quand vous n'êtes pas né en transformation. Hein. Alors, premier élément déclencheur, c'est les ruptures technologiques. Donc ça, je l'ai vu par exemple en étant directeur financier chez Eutelsat. Est arrivé l'OV dans la NASA, un compétiteur qui a finalement fait péter le système des satellites commerciaux et de la façon de les envoyer dans l'espace, qui était SpaceX. Donc ça a été une révolution dont même encore maintenant, 10 ans après, et un peu plus, on voit que cette révolution a été totale, technologique, et a entraîné un bouleversement du secteur. Deuxième sujet, évidemment, ça toutes les entreprises l'ont, le digital. Je me souviens quand j'étais chez Rexel, on avait, j'allais dire, des agences où passaient nos clients pour se servir en matériel, et on a voulu se construire un modèle omnicanal avec le channel digital. Et le digital a révolutionné quelque part le modèle de Rexel. Troisième, je parlais d'Ingenico tout à l'heure. Ingenico produit des terminaux de paiement. La transformation que nous sommes en train d'accomplir, c'est d'associer à ces terminaux de paiement de plus en plus de solutions et services. Donc en fait, du software en plus du hardware qu'est le terminal. Et c'est une vraie révolution technologique. Alors pour la RATP, là vous avez une concentration de défis à relever. Le vrai élément déclencheur, c'était, et ça reste aujourd'hui pour l'équipe, l'ouverture à la concurrence. Alors, je vais y revenir parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est le groupe RATP, mais l'ouverture à la concurrence, c'est quelque chose qui datait pas d'hier, qui était inscrit dans des règlements européens depuis 2007. Moi, je suis arrivée 10 ans après au sein de l'entreprise. Et évidemment, je suis arrivée dans un contexte où, en tant que chef d'entreprise, ce que j'ai considéré comme étant la mission clé était de la préparer à cette ouverture à la concurrence. Bon. Il y avait aussi, et c'est là où ça devient compliqué, des éléments très importants qui étaient une augmentation des projets d'investissement. Pour vous donner un ordre d'idée, la RATP investissait 600 millions par an dans les années 2000, à peu près 1,5 milliard, 1,6 milliard au milieu de la décennie 2010-2020, quand je suis partie, on investissait 2,4 milliards par an. Donc une croissance très forte des investissements à livrer, j'y reviendrai. La révolution digitale avec l'arrivée de toutes les nouvelles mobilités, les GAFAM sont rentrés, Uber est rentré, on évoluait dans un système qui était de plus en plus, qui intéressait de plus en plus les startups, à la fois des gens comme Plaxit, Citymapper, Blablacar, donc un environnement de la mobilité qui était en train de changer et de se digitaliser. Et puis des enjeux de développement propres à la RATP, c'est que quand, et là je vais venir, il faut bien comprendre la structure du groupe, qu'est-ce qu'a été. Alors, je ne parle pas de la RATP aujourd'hui, je ne peux pas, je n'en suis plus le dirigeant, mais dans mes 5 ans et un peu plus où j'ai dirigé cette entreprise, il y avait une régie de transport public, et généralement la RATP égale la régie dans l'esprit des gens, sauf que ces 44 000 salariés, le groupe, à la fin de mon mandat, en comptait 69 000, je vais y revenir, il y a un écart important. Donc dans la régie, 44 000 salariés, 10% de ces personnes avaient un contrat de droit privé, sinon c'était des agents qui avaient démarré leur carrière dans une entreprise publique et qui souhaitaient continuer à travailler dans une entreprise publique, point important pour la transformation avec l'ouverture à la concurrence, avec à l'intérieur de la régie un opérateur de transport, vous le voyez tous les jours, les RER, les métros, les lignes de bus, et une fonction fondamentale qui est souvent oubliée, qui est le gestionnaire d'infrastructure, puisque la RATP a cette caractéristique d'être le plus gros gestionnaire d'infrastructure du transport avec la SNCF. Et donc, j'allais dire,
cet élément important qu'est la régie, cette entreprise importante qu'est la régie, arrivait avec un choc puisque à l'époque où je la dirigeais, le 31 décembre 2024, 19 000 salariés des 44 000 salariés de la régie étaient concernés par l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que Île-de-France Mobilité allait organiser des appels d'offres et que si on perdait ces appels d'offres, les personnels allaient être transférés. Alors j'y reviendrai parce que ça fait partie de la transformation avec toute une série d'avantages sociaux qu'ils embarqueraient avec eux, mais c'était quand même c'est un tremblement de terre dont il faut bien comprendre que les gens qui sont rentrés dans cette entreprise il y a des années n'avaient pas signé pour un jour se retrouver dans une entreprise, j'allais dire, purement privée. Alors, la richesse de la RATP, c'est qu'il y a aussi une entreprise qui s'appelle RATP Dev, qui, elle, alors c'est le paradoxe, est totalement dans le secteur concurrentiel, puisque RATP Dev, c'est gagner des appels d'offres en France et à l'étranger. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée, la boîte faisait 1 milliard. Je suis partie, elle faisait 2 milliards de chiffre d'affaires. Il y avait 15 000 salariés. On en fait 27 000 à la fin 2022. On avait gagné des contrats en Italie, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Égypte. Et le dernier sur lequel j'ai énormément bossé, c'était l'Australie, qu'ils ont décroché 3 mois après mon départ. Et pour vous donner un ordre d'idée, juste pour vous voyez, casser un peu des points de vue et des préjugés, RATP Dev sera un des plus gros employeurs français en Arabie Saoudite. 6 000 salariés, puisqu'ils ont gagné à la fois les bus et 2 lignes de métro principales du réseau de Riyad. Donc, une entreprise polymorphe qui avait en plus toute une série de savoir-faire, mais qui n'était pas vue avec une logique business. Savoir-faire sur la connectivité, j'y reviendrai après, savoir-faire sur l'immobilier, savoir-faire sur l'énergie. Et on a fait quelque chose de tout ça dans une logique business, puisque la logique, c'était de dire, on n'a jamais vu un monopole ne pas perdre de part de marché, ça ne garde pas 100% de part de marché, un monopole, il suffit de regarder EDF, GRDF, et donc il faut qu'on fasse feu de tout bois. Et une partie de la transformation, j'y reviendrai, ça a été aussi de mettre et d'aligner de façon, je vais dire, plus structurée, un certain nombre de savoir-faire pour qu'ils nous ramènent des contrats. Et j'y reviendrai. Donc 3 blocs. Un bloc de savoir-faire, mais qui n'était pas vu avec un angle business, RATP Dev et bien évidemment la régie. Voilà le contexte de la transformation. Alors, pourquoi la transfo était particulièrement complexe? D'abord parce qu'elle était multidimensionnelle. Alors, vous me disiez, qu'est-ce que c'est que transformer une entreprise? La première chose qu'il faut faire, c'est se dire c'est quoi l'objectif, c'est quoi la vision. Essayer au maximum de la faire partager. Alors maintenant, j'ai un point de vue très clair après 5 ans, c'est que, effectivement, et je reviendrai sur les succès et j'allais dire les angles morts quand je regarde honnêtement le bilan. D'accord? Parce que je pense que c'est un point important qu'il faut que l'on partage. Quand vous prenez une entreprise de cette taille, avec l'historique qu'elle a, c'est très important que la vision soit claire. La vision, c'était finalement d'installer à la fois une gouvernance et un programme de transformation avec la gouvernance associée qui nous permettent de nous préparer à l'ouverture à la concurrence dans un délai très contraint. Parce que quand vous êtes une entreprise publique, moi je suis arrivée le 2 août 22 et à l'époque, puisque la loi a changé fin 2023 seulement, à l'époque, l'ouverture à la concurrence des bus était prévue pour le 31 décembre 2024, 19 000 salariés concernés et c'était one shot. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, les appels d'offres étaient faits par Île-de-France Mobilité et j'allais dire, il n'y avait pas d'étalement dans le temps. C'était rien et puis tout du jour au lendemain. Alors, j'ai monté avec l'équipe dirigeante et ça a d'ailleurs été une façon extraordinaire, entre guillemets, de se souder au niveau du collectif, j'allais dire du management, un plan de transformation avec plusieurs streams, plusieurs vecteurs. Premier vecteur évident, pardon de commencer par ça, le social.
Alors qu'il a fallu que, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Elisabeth Borne qui m'avait précédée à la tête de la RATP pendant à peu près un peu moins de 2 ans et qui était devenue ministre des Transports parce qu'elle avait une bonne idée des enjeux. Et donc l'idée, ça a été d'insuffler dans la loi d'orientation des mobilités plus des textes supplémentaires, décrets, arrêtés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des grandes règles du jeu pour les salariés, pour leur assurer ce qu'on a appelé un cadre social. C'est-à-dire, c'est quoi la régulation de ce qui va se passer, puisque, comme je l'expliquais, les personnels de la RATP n'avaient pas, quand ils avaient signé à la RATP, en tête qu'un jour, ils se prendraient l'ouverture à la concurrence sur la tête. Donc, transfert automatique de personnel, sac à dos social dans lequel, par exemple, il y avait les 12 derniers mois de rémunération nette, il y avait bien entendu le régime de retraite, il y avait la garantie à vie d'emploi. Hein. Donc, j'allais dire un package social qu'il a fallu faire naître au forceps dans les textes et notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Deuxième sujet qui m'a paru absolument clé aussi, et ça c'était pour moi un point majeur et j'ai attiré des gens dans l'entreprise pour m'aider à faire ça et notamment j'ai nommé Benjamin de Cobex et aujourd'hui elle dirige RATP-DEV qui est Iba Fares, c'est revoir l'expérience client. Moi j'ai été très profondément marquée quand je suis arrivée, on a eu plusieurs crises de finalement, le client, il est captif, c'est l'usager. Donc, on a changé, c'est vrai, même symboliquement, c'était important. On a créé une direction d'expérience client. On a mis des moyens digitaux. Par exemple, la nouvelle appli Bonjour RATP a été créée à ce moment-là. On a racheté, d'ailleurs, on a fait un rachat de page jaune qui nous a permis d'accélérer dans le Mobility as a Service et de faire l'appli Bonjour RATP. On a mis, exemple de transformation, en place un programme qui s'appelait Mon client et moi, dans lequel les agents de stations et gares ont été formés. Donc l'idée était, soyez plus en contact, on les a sortis chez Fnac, Darty, chez Sephora, pour essayer de donner une perception client qui soit un peu plus proche, arrivant vers l'ouverture à la concurrence, ce que l'entreprise avait fait jusqu'à présent. Évidemment, il y avait un fort volet économique puisque qui dit ouverture à la concurrence dit se préparer en termes de productivité, donc un plan de productivité avec des choses pas faciles à faire. On a mis en place un plan pour réduire de 1000 effectifs les fonctions centrales. Quand je suis partie, on en avait fait à peu près 70%. Une rupture conventionnelle collective, ce qui était une première à la RATP, ça n'avait jamais eu lieu. Et l'idée, si vous voulez, et qui s'est retrouvée dans le contrat qu'on a signé avec Île-de-France Mobilité, c'était effectivement d'avoir un chemin de productivité qui augmente pour essayer de faire en sorte que l'entreprise soit le plus à même de défendre ses parts de marché au moment de l'ouverture à la concurrence. On a lancé, et ça a été un souhait que j'avais parce qu'on voyait le montant des investissements à sortir de plus en plus grand. Qui dit investissement dit projet. Je vais y revenir, mais c'est du concret. Hein. C'est l'extension de la ligne 4 à Bagneux, c'est la 12 à Aubervilliers, c'est la 14 à Saint-Ouen. Donc un projet de re-engineering de l'ingénierie qu'on a enclenché avec un programme d'excellence industrielle sur la maintenance, pour nous permettre, là aussi, y compris dans des endroits qui n'étaient pas directement touchés par la concurrence, de moderniser les méthodes et les outils. Et ça, c'était très important. D'ailleurs, on a pris Oliver Wyman, par exemple, pour nous aider sur le volet engineering. On a mis en place une nouvelle organisation managériale. Alors là, il fallait, effectivement, c'est attacher les ceintures, si je puis dire, parce que c'est quand même, et c'est quelque chose qui nécessite du temps. Donc là, ça fait partie des choses que je dirais à la fin, c'est-à-dire et une énorme volonté au sommet de l'entreprise d'aller dans cette direction. La RATP était une régie, donc les managers avaient un budget, n'avaient pas un PNL, et on est passé d'une logique département budget à une logique filiale PNL. Donc, on a créé. Alors, la filialisation était une obligation liée à l'ouverture à la concurrence, puisque
de façon à vérifier qu'il n'y avait pas d'aide interne au sein du groupe avec des dévoiements de moyens qui auraient pu nous poser des problèmes de compétition, de droit de la concurrence, il fallait qu'on filialise les activités. D'accord ? Donc, on a créé une filiale pour les bus, créé une filiale pour la sûreté, créé une filiale pour le GI, créé une filiale pour pouvoir candidater aux appels d'offres en Île-de-France, RATP Île-de-France. Et du coup, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, on va continuer et on va créer une filiale réseau ferré, même si l'ouverture à la concurrence du réseau ferré n'est qu'en 2039, et une filiale tramway qui sera à faire, puisque c'est la prochaine sur la liste. Après les bus, c'est les tramways en 2029. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un programme d'accompagnement du changement. Donc d'abord, on s'est doté d'une nouvelle raison d'être, qui est s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville, parce que ça montre bien que la RATP a des savoir-faire qui vont au-delà des transports, et j'y reviendrai. On a créé une université de la transformation où sont passés les 150 top managers, puisque c'est bien beau de vouloir transformer, mais quand vous vous retrouvez face à un corps managérial qui n'a pas cette expérience, ou qui a une expérience, je ne dis pas qu'il n'a pas d'expérience, qui n'a pas cette expérience d'une transformation multidimensionnelle et complexe, il faut donner de la visibilité et de la compétence à chacun. On a créé aussi des journées de formation pour les organisations syndicales qui étaient montées par la DRH. Alors là, je le dis tout de suite, aucune organisation syndicale n'était favorable évidemment à l'ouverture à la concurrence. Mais l'idée, c'était d'expliquer qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce qui allait se passer, quelle était la vision de l'entreprise, et moi, de clôturer ces journées en venant passer une heure et demie avec eux, en essayant de répondre à leurs questions de façon totalement ouverte et j'allais dire vraiment dans un mode, très interactif. Voilà. Donc on a fait ça. Et puis, évidemment, pour les centres bus, on est allé plus loin. On s'est dit, les équipes de management ne savent pas ce que c'est qu'un appel d'offres. Et donc, on a monté un serious game d'appel d'offres dans lequel 980 managers ont participé. Donc, ça sur plusieurs tranches et plusieurs... Et donc, j'avais un PMO office, puisque le projet s'appelait RATP 2025. Moi-même, je pilotais un comité de transformation qui était mensuel. Et tous les lundis en COMEX, parce qu'on avait des COMEX tous les lundis, on avait les sujets opérationnels classiques à gérer qu'on évoquait, tous les sujets d'entreprise business as usual. Et dans l'agenda du COMEX, on avait systématiquement des parties liées au programme de transformation, pour être sûr qu'on embarquait tout le temps que la transformation devenait... voilà. Alors, pourquoi le groupe RATP est finalement hyper intéressant en termes de complexité? Ça, je voudrais le partager avec les gens qui sont avec nous ce matin. D'abord, parce que il y a une multiplicité de stakeholders. Toutes les entreprises ont beaucoup de stakeholders, c'est pas le sujet. Mais nous, on a l'État dans différentes composantes, la direction du budget, l'agence des participations de l'État, la direction générale des transports qui sont à notre conseil. On a les associations bien entendu d'usagers, entre guillemets, les associations d'usagers handicapés, toute une série d'associations. On a les organisations syndicales, évidemment la culture syndicale de la RATP est hyper forte avec des organisations syndicales qui sont très bien structurées et qui évidemment sont celles d'une entreprise publique qui a l'histoire qu'a la RATP. Et puis, on a les politiques à tous les étages, puisqu'il ne faut pas oublier que la politique de transport, c'est la région au travers du Conseil d'Île-de-France qui pilote, dans lequel d'ailleurs il y a la mairie de Paris, donc Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, tous les grands maires de la région Île-de-France sont concernés par ces sujets. Et c'est une fabuleuse boîte de verre dans laquelle les réseaux sociaux, je pense que diriger la boîte maintenant et la diriger il y a 20 ans n'a rien à voir quand il n'y avait pas les réseaux sociaux.
puisqu'aujourd'hui, le Parisien a une équipe qui suit la RATP tous les jours, plus l'impact des réseaux sociaux, donc le moindre problème opérationnel prend des dimensions très importantes. Et vous travaillez cette transformation, il faut imaginer que vous êtes un peu dans un laboratoire dont toutes les vitres seraient transparentes, hein, et où les interactions sont extrêmement importantes. Je pense qu'un des points majeurs quand on fait une transformation comme celle-là, et désolé de commencer par là, mais c'est la qualité de l'équipe managériale. Parce que ce que nous avons vécu, l'équipe, je parle pas de moi, là, je parle vraiment de l'équipe, il y a un COMEX et un CODIR à la RATP. Le COMEX, on était une dizaine de personnes plus moi, et le CODIR, on était à peu près, plus le CODIR, on était 25. Cette équipe-là, c'est quand même par là que démarre l'impulsion. Et ce qui a été très caractéristique pour moi quand j'y réfléchis, c'est d'arriver à préserver l'équipe et sa résilience dans la durée, alors qu'il nous est arrivé de manager 3 niveaux de sujets. D'abord, les opérations. Ça paraît bête à dire, mais il faut que 4700 bus, il faut que les 14 lignes de métro, les 2 lignes de RER tournent, il faut que toutes les nuits, les 450 chantiers de maintenance se réalisent. Ça, c'est le quotidien. Ensuite, il y a les grands projets dont je parlais. Donc, il faut livrer les lignes de métro, donc Aubervilliers, Saint-Ouen, Bagneux. On avait un programme de réduction de nos gaz à effet de serre, c'est toujours en cours, hein, de 50%, donc conversion des centres bus de la RATP au biogaz et à l'électrique, plus gros achats européens de bus électriques et au gaz. Quand je suis partie, il y avait à peu près 60%, les 2 tiers des bus convertis et à peu près la moitié des centres. Donc c'est un projet industriel à mener. Des chantiers gigantesques qu'on a refait dans les 5 ans, toute la voie et tous les 28 postes d'aiguillage du RERA, qui est quand même l'infrastructure qui traverse Paris et qui fait 1,5 million de jours d'usagers. Et donc, vous avez, ça c'est le quotidien. Ça c'est ce que normalement, c'est la mission numéro 1. Arrive par-dessus le programme de transfo dont je vous ai décrit les différents streams. Et pour finir, les crises. Alors, allons-y. Percement du tunnel du RERA 3 mois après mon arrivée par les travaux d'Éole. Glissement du terrain, on nous a emporté 200 mètres d'infra du RERB. Donc vous imaginez le RERB avec une seule voie pendant 1 mois, des travaux nuit et jour, minuté à la minute pour qu'on rouvre l'infra. Et d'ailleurs la SNCF a été super parce que je prends cet exemple de solidarité dans les emmerdements, mais la SNCF nous a prêté une des rares grues, quand je dis rares grues, je crois qu'il en existe 3 en France, de 100 tonnes pour soulever le RERB qui était resté collé sur son rail en équilibre avec un bout de montagne qui avait disparu en dessous. Donc ça, le mouvement de grève sur les retraites, le premier, qui est parti le 5 décembre 19, qui s'est achevé le 15 janvier. Pour vous donner un ordre d'idée, 50 jours, donc on est arrivé quand même à faire un service minimum. Tout l'encadrement qui était formé a conduit par exemple des RER. Alors, quand je dis tout l'encadrement formé, hein, ça ne veut pas dire que tout l'encadrement était formé, mais on avait formé des cadres et donc du coup, on a pu assurer un service minimum. Donc ces gens-là, ils faisaient leur job, mais le matin à 6 heures, ils prenaient un train, ils conduisaient 2 heures et ils finissaient le soir. Il faut voir ce que c'est au niveau de la résistance et de la résilience. Moi, j'avais une admiration pour les équipes sans bornes parce que venant du privé, j'ai souvent entendu dire privé, public, etc. Je n'ai jamais vu des gens aussi performants, investis et engagés que dans la boîte publique que j'ai dirigée. Objectivement, c'était... Alors après, parce qu'on avait ce projet de transfo, parce qu'on a eu ces crises à gérer, mais c'est vrai que c'était absolument le nid. Il y avait, en fait, c'est vrai, une grande séparation entre un niveau de
engagement très fort par endroit, et puis après des gens qui résistaient, et c'est normal, parce que c'était pas j'allais dire leur vision, ni à la fois sur le plan politique, ni quand ils avaient choisi l'entreprise, mais il y avait quand même un niveau d'engagement que je peux saluer parce que c'était incroyable. Et le 23 janvier, qui est la date de mon anniversaire, donc 8 jours après la fin de la grève, on a ouvert à ma demande dans le COMEX, on a fait une session qui est c'est quoi le plan pandémie de la RATP au cas où. Parce que j'ai été brûlée, je suis une grande brûlée des crises chez Air France. On a eu le Concorde, évidemment les Twin Towers et le SRAS, et la guerre en Irak. Et le SRAS, curieusement, quand j'ai commencé à regarder les informations et la télé, je me suis dit ce truc pue et il faut qu'on regarde en anticipation. Donc on a sorti le plan pandémie le 23 janvier et le 13 février on était dedans. On était dans la crise Covid. Et ce qui a été évidemment pour la RATP et pour la SNCF une gestion de crise majeure, parce qu'on se devait de faire évidemment, de permettre aux premières lignes de travailler. On nous a abattu notre programme, on nous a demandé pour des raisons économiques, ce qui était parfaitement normal, de baisser notre programme. Or, baisser et remonter des programmes, il n'y a rien de plus compliqué que de faire ça dans des entreprises de transport. Et je reviendrai. Il a fallu qu'on mette 1 million de stickers sur les matériels roulants et les infras au moment du déconfinement, les masques, les gels, enfin ça a été un combat extraordinaire et dans lequel la cohésion, la résilience, la gestion du stress de l'équipe a été très forte. Alors on en a tiré quelques avantages, je vous donne un exemple. Moi j'ai voulu tenir les top 500 au courant. On a créé un truc qui s'appelle le WebEx, qui est toujours, je pense, utilisé, et qui faisait que régulièrement on s'adressait directement, comme ce matin, au top 500 de la boîte pour leur dire voilà où on en est sur tel sujet, voilà ce qui se passe, puisque effectivement il y avait une forme de moments extraordinaires dans lequel la descente d'informations était fondamentale. Donc voilà. Et puis, au milieu de tout ça, la transfo continuait. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des moments où il faut faire très attention aux équipes. Moi, j'ai quasiment, je me rappelle avoir eu des discussions avec certains où je leur disais maintenant tu t'arrêtes 3 jours parce que on sentait on était tous au bout du chemin. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est-à-dire quand vous transformez une entreprise et que vient se surajouter un niveau d'exigence opérationnelle très fort des crises, là, il faut vérifier que, j'allais dire, presque de la santé au quotidien des uns et des autres, et c'est quelque chose de pas trivial du tout. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment on s'était organisé. Les grands, j'allais dire les grands événements qui nous ont, que moi j'ai vécu avec toute l'équipe, voilà. Et je vais peut-être vous faire rapidement le bilan et les angles morts, parce que je pense que c'est hyper important. Donc le bilan, quand on regarde, moi je regarde que les faits. Hein. On a au niveau de la gouvernance, le conseil d'administration c'était la seule boîte qui était encore sous l'égide de la loi de démocratisation du secteur public qui date des années 80. J'avais donc un conseil de 27 personnes. 27. Donc, un arrêté a été bordé avec l'ensemble de l'État. Je n'ai pas pu, si je puis dire, en bénéficier puisque le nouveau conseil se mettra en place à la fin du mandat qui était le mien, c'est-à-dire en juillet 24. Le conseil va passer à 15. Donc, changement déjà au niveau du conseil. La management team, j'ai fait un team au niveau de l'Excom qui était 50-50 hommes-femmes, mais je voudrais insister sur une chose. Première femme à diriger le métro de Paris, qui était au CODIR. Première femme que j'ai nommée Sylvie Buglioni était à la maintenance. Je l'ai promue au COMEX en lui donnant
toute l'ingénierie et les grands projets. Ce qui est vraiment comment dire, un poste absolument clé pour la RATP. C'est ça qui livre les lignes de métro. Là maintenant, c'est évidemment un point absolument crucial. Je prends cet exemple, je pourrais dire aussi Bafares, qui est arrivé sur l'expérience client, qui dirige aujourd'hui RATP Dev, Agnès Augier, qui aujourd'hui dirige le réseau ferré, c'est-à-dire RER et métro. Donc l'idée pour moi n'a pas été de faire un COMEX 50-50 pour dire il y a 50% de femmes. C'est opérationnellement, c'était des très très gros jobs. On a revu la rémunération en fonction d'objectifs du haut du triangle. C'est-à-dire qu'on a créé une rémunération avec des objectifs et notamment des objectifs financiers qui étaient arrêtés. Et pendant la crise, on avait décidé de changer, de moderniser le siège de la RATP. Donc c'est quelque chose qui était assez symbolique et important, puisque quand je suis arrivée avec cette idée de le faire en 2018, il a fallu faire des tests, on est passé. Bon, ça a été très compliqué en termes de management de la transformation. Et finalement, à la fin de la crise, j'ai pu. C'est la vie. Je n'aurais vécu dans ce siège transformé finalement que assez peu de temps, même si moi j'y étais pendant toute la transformation, parce que pour être honnête, je me confinais dans mon bureau. On a livré à temps. Ça a été une opération importante parce qu'évidemment on a décloisonné, on a fait des gestes symboliques. Par exemple, la plus belle salle était celle du CA. Cette salle est devenue la cafette des salariés et j'ai transféré la salle du CA ailleurs. Mais on a tenu le budget, les délais, et le siège a été complètement refait. Et le but était effectivement pas uniquement, j'allais dire, immobilier, il était aussi de faire des économies, puisque grâce à ça, on a pu vendre un bâtiment et dégager un peu de cash. Nouvelle organisation, donc réorganisation de l'ingénierie. On n'a pas perturbé le delivery des projets. C'était quand même assez gonflé de lancer cette réorganisation de l'ingénierie au moment où la livraison des projets montait, mais l'équipe a très très bien géré ça. Il y a eu de très bons chefs de projet, les personnes étaient vraiment très engagées. Finalement, on est passé d'1,7 milliard d'investissement à 2,5 milliards par an, avec au milieu une transformation de l'ingénierie qui n'a pas eu d'effet perturbateur, voilà, avec un changement des outils, modernisation des outils et des méthodes. J'en parlais tout à l'heure, le pilotage de la performance de la boîte a quand même changé, puisqu'on est passé de département budget à filiale PNL. Il y a eu un projet de transformation mené par le directeur financier Jean-Yves Leclerc pour revoir les méthodologies et les outils de la finance et pouvoir suivre ces PNL. Donc tout ça, c'est l'orga. Le nouveau contrat social des salariés, alors effectivement amélioré encore par la loi de 2023, et je m'en réjouis d'ailleurs pour eux, puisque il y a des choses qui ont été clarifiées. À un moment donné, je vous donne cet exemple, l'ouverture à la concurrence fait que Île-de-France Mobilité a fait un découpage géographique, et en fait les salariés se disaient mais est-ce que ça va être par ligne ou par centre-bus? Finalement, c'était au départ, la loi prévoyait que c'était par ligne, et je vois qu'en 2023, ils ont changé, ils ont fait par centre-bus, qui à mon avis est beaucoup plus efficient. Donc tout cet aspect du nouveau contrat social est très très important et a été amélioré par la seconde loi de 2023. Pour les business dont je parlais, c'est-à-dire la petite filiale connectivité, on avait 2 filiales immobilières, Facility Management, ça s'appelait RATP Real Estate, RATP Habitat pour les habitats et notamment ceux de nos salariés, l'énergie. En fait, début 2021, on a créé une nouvelle filiale qui s'appelle RATP Solutions Build, qui encapsule tous ces savoir-faire, à la tête duquel j'ai mis un dirigeant qui a été mon PMO Office sur RATP 2025 et qui venait de Vinci et qui aujourd'hui pilote cette filiale. Quand on a créé cette filiale, beaucoup de scepticisme. Donc, je vais être honnête, tout le monde s'est dit c'est un gadget.
le problème, c'est qu'en 2 ans, le gadget a permis de signer le contrat du haut débit du Grand Paris, 500 millions d'euros sur 25 ans qu'on a gagné face aux 3 opérateurs historiques. On a gagné un contrat de rénovation du siège de l'AP-HP en face de la mairie de Paris avec BNP Real Estate Management et Apsis Café Beaugrenelle, 450 millions d'euros le contrat. Et je suis allée chercher auprès d'Engie une JV. On a constitué, alors certes que 15% à RATP, mais ils étaient à 100% sur ce business qui est le réseau de froid de Paris. Et donc la RATP est maintenant 15% d'une JV avec Engie sur un contrat de 3 milliards d'euros sur 20 ans, qui est le réseau de froid de Paris. Comment on a fait ça? Parce que j'ai convaincu à l'époque Isabelle Cocher que c'était bien que la RATP soit un partenaire, puisque la ville du dessous, c'est la grande spécialité de la RATP. On sait traiter les eaux d'exor, on pouvait donner de la place dans certains de nos locaux. Donc voilà, donc on a, encore une fois, certes, ce n'est rien par rapport aux opérations de la RATP, mais c'est une façon de valoriser des savoir-faire de la RATP et de ramener quand même, j'allais dire, des subsides à l'intérieur de l'entreprise à un moment donné où elle va connaître le grand bain de la concurrence. Je voudrais dire un mot. Tout ça n'a pas été fait au détriment des résultats économiques de l'entreprise et permettez-moi quand même de le rappeler, 2018, plus 9% de résultats nets, on disait à peu près 5 milliards 2, 5 milliards 3 à cette époque-là, 290 millions de résultats nets. 2019, 310 millions de résultats nets, plus 7%. 2020, la crise Covid, moins 134. 2021, plus 207. Et le dernier résultat que j'ai publié, c'est 106 millions la mi-année 2022, puisque je suis partie en septembre. C'est important parce qu'une entreprise qui rentre en concurrence, pour moi, elle doit avoir, j'allais dire, un PNL sain si elle veut avoir une chance de traverser la foudre. Hein. Il vaut mieux se préparer avec un avion bien préparé que d'y aller. Et je pense que ça, c'est pour moi c'était un sujet en tout cas très important. Je n'ai pas été directeur financier pendant 12 ans de grande société pour penser que l'économique, c'était la dernière roue du carrosse. Hein. Et on a créé 4 à 5 000 emplois par an. C'est-à-dire que le niveau d'embauche a été de 4 à 5 000 emplois par an. Et surtout, point que je n'avais pas encore abordé, on a vraiment poussé le digital, c'est-à-dire indépendamment j'allais dire de ce que j'ai évoqué tout à l'heure au travers de l'appli. On a fait un plan structuré d'innovation avec des angles de développement, Building Information Modeling pour tout ce qui était l'ingénierie, l'intelligence artificielle déjà, et notamment dans la maintenance prédictive, le véhicule autonome, et puis évidemment l'IoT. En plus, on a créé une usine digitale, on a incorporé des startups, on a fait vraiment un plan d'innovation digitale qui n'existait pas. Et pour la première fois, j'ai inscrit un membre du COMEX qui ne faisait pas que de l'IT, mais qui avait le vertical innovation digitale IT. Voilà, ça a été aussi un des grands sujets de transformation de l'entreprise. Alors les angles morts, je me suis dit bon. Voilà un peu, si je puis dire, le bilan. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, marcher, si on regarde le truc de façon, j'allais dire, le plus honnête possible. D'abord, je pense que le combat sur la notion de groupe est loin d'être terminé. D'ailleurs, j'appelle ça un combat, parce qu'en fait, une partie du corps social de l'entreprise considère que le seul truc qui existe, c'est la régie. Et même le développement de RATP Dev n'est pas toujours vécu comme un succès pour tout le monde. Mais j'ai entendu 50 fois la phrase dans différentes instances qui était « Pourquoi ne pas augmenter les salaires plutôt que d'aller mettre du capital dans RATP Dev ?» et de la part de différents stakeholders. Alors, je rappelle tout de même que le contrat qui lie la RATP à Île-de-France Mobilité, le dernier que j'ai négocié pour le compte de la RATP avec Valérie Pécresse, faisait 21 milliards de contributions publiques. Donc, c'est énorme. Il va de 2021 à 2024. Donc, ils sont encore sous l'égide de ce contrat.
avec toute l'équipe, on a essayé de travailler avec Île-de-France Mobilité pour voir comment équilibrer au mieux de part et d'autre les équilibres économiques du transport public en Île-de-France. Ne concerne pas du tout RATP-DEV. RATP-DEV, c'est l'État actionnaire. C'est une discussion avec l'État actionnaire. Et c'est vrai que au moment où une entreprise rentre dans le grand bain de la concurrence, avoir une filiale qui connaît la concurrence, qui la vit tous les jours, est évidemment quelque chose d'important. Mais je dois reconnaître humblement que cette acceptation de la notion de groupe, cette acceptation de la cross-fertilisation, ce qu'on a fait, je prends un exemple, RATP-DEV, et je m'en réjouis, puisque c'est un des combats qu'on a lancés, va probablement mettre un pied à Lyon. L'équipe qui a travaillé sur ce sujet est un mix de savoir-faire de l'EPIC et de DEV. D'accord ? Voilà. Mais c'était un long combat et celui-là, il ne se gagne pas, malheureusement. Dans les 5 ans où j'ai été là, j'ai essayé de le mener, j'ai vraiment pris ce flambeau, mais je pense qu'il n'est pas gagné parce que y a des forces centripètes et des forces centrifuges autour, et pourtant, je reste convaincue qu'effectivement, c'est une des grandes, entre guillemets, forces de l'entreprise de savoir vendre et exporter son savoir-faire à l'étranger, et que ça fait grandir quelque part l'EPIC aussi d'avoir cette entreprise logée à l'intérieur du groupe. Deuxième limitation, le rythme d'exécution est très soutenu, vous l'avez compris, hein, quand on voit tout ce qui s'est passé, sur un temps resserré, et je pense qu'on s'est heurté à ce que beaucoup de transformations se heurtent, honnêtement, qui est une forme de résistance du management. C'est-à-dire qu'on est arrivé à partager la vision, à faire un certain nombre de choses ensemble, mais il y a une partie du corps social de l'entreprise qui effectivement n'était pas, un acteur, je vais le dire comme ça, proactif sur le sujet. On a essayé de faire plusieurs choses. Je voudrais quand même le mentionner parce que c'était important. Sur le plan de la politique sociale, on a passé un accord majoritaire en juin 22, si ma mémoire est bonne, parce que en juin 22, sur la rémunération de l'encadrement et des maîtrises. Et l'idée n'était pas du tout d'arriver à faire des économies de salaire, ça je l'ai répété et je pense que ça a été dû après, mais l'idée était de se dire, dans une entreprise comme celle-là, finalement, il y a assez peu d'écart de rémunération entre les maîtrises et les cadres, et en revanche, il y a de gros écarts de responsabilité. Et donc, je pense que ça fait partie de la transformation, j'allais dire d'aligner un peu plus la partie monétaire avec la partie réellement responsabilité managériale. Et c'est un sujet très compliqué auquel on a touché, et il faudra, je pense qu'il n'est pas réglé, au sens où oui, il est réglé parce que là, il y a une possibilité de discuter sur la répartition entre ces deux corps de l'entreprise et dans le cadre d'accords salariaux, bien sûr, mais là aussi, c'est du long terme. C'est pas parce que vous faites un accord que les choses changent en 6 mois derrière. L'autre sujet, c'est honnêtement, on a, je pense, sous-évalué, et c'est de la pure sociologie des organisations là, dont je vais parler, des effets liés au changement générationnel qui ont eu lieu à l'occasion des élections dans certains syndicats qui étaient très importants pour l'entreprise, changement générationnel des leaders syndicaux. Et notamment, je pense à Bus là-dessus. On a sous-estimé ce changement générationnel et les effets qu'il avait. J'ai toujours pu parler avec les représentants syndicaux centraux de tous les sujets de façon très ouverte. On n'est pas forcément d'accord, hein, ça c'est la vie. Mais il y a eu une forme de vitrification d'un certain nombre de discussions. Je prends un exemple sur la question de faire travailler des chauffeurs de bus 120 heures de plus par an.
On avait fait 43 séances de négo. On offrait quand même 120 heures, c'est même pas un mois de travail. Hein. Un mois de travail, c'est 169 heures. On offrait un mois de salaire complémentaire. On n'est pas arrivé de mon mandat à signer ce deal parce que je voulais conserver des gains de productivité pour l'entreprise et ne pas donner tous les gains de productivité aux salariés, puisqu'on allait rentrer, il fallait quelque chose d'équilibré. Pour vous donner un ordre d'idée, cette proposition revenait à faire en gros moitié-moitié, hein, ce qui est un peu le bon schéma normal. Et le changement de leaders syndicaux a fait que j'ai dû prendre la voie de la médiation judiciaire, bon, qui finalement s'est achevé d'une autre façon puisqu'il y a eu changement de dirigeant, changement de stratégie. Mais je pense que là-dessus, la sociologie des organisations, dans une transformation aussi complexe, on aurait dû un peu plus l'anticiper avec la DRH et voir ce que ça allait réellement créer, ce changement générationnel dans les leaders dans les leaders de certains syndicats. Enfin, dernier point qu'on a sous-estimé, c'est pas une estimation, on n'a pas vu arriver, mais là, j'allais dire, on était un peu comme beaucoup d'autres secteurs, comme le tourisme, par exemple, c'est les effets de la crise Covid sur l'attractivité des métiers. Alors, ça a été beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait. Et c'est vrai que la crise Covid a eu pour effet, par exemple, que certains chauffeurs de bus, on a eu un problème à un moment donné de recrutement de chauffeurs de bus qui a été généré d'ailleurs un peu plus tard en décalé. C'est pas arrivé immédiatement parce qu'il y a eu un désamour, une désaffection pour ces métiers, comme il y a eu à un moment donné pour le tourisme ou les restaurants, les hôtels trouvaient plus de serveurs, etc. Donc je dirais que pour moi la grande leçon à en tirer, c'est d'enrichir dans le plan de transformation la question, j'allais dire des questions quasi sociologiques. Hein. Et pourtant j'avais quand même au sein de la DRH des gens très expérimentés, etc. Mais je crois que là, on a un peu sous-évalué les effets que pouvait avoir la crise, les effets de transformation sur les individus. Il y a eu d'ailleurs, je dois le dire, et je le partage puisqu'on est en Chatham House, il y a eu aussi des moments compliqués. Par exemple, on a découvert au moment de la crise des gens qui avaient truandé des certificats d'arrêt maladie. J'ai dû prendre des décisions compliquées. J'ai fait plusieurs dizaines de licenciements de chauffeurs de bus, mais je ne vais pas pointer dans cette direction. Ça aurait pu être dans d'autres trucs de l'entreprise. En l'occurrence, là, c'était là. De gens qui, manifestement, la gestion de la crise Covid a changé les paramètres des individus. Et ça, on l'a pas forcément, vu arriver de façon très nette. Voilà. Donc je pense que la sociologie des organisations, c'est quelque chose qui paraît peut-être parfois très éloigné du quotidien de l'entreprise, mais en fait, non, pas du tout. Et si je devais refaire les choses, comme dirait l'autre, je ne regrette rien, mais je mettrais plus de moyens pour essayer d'anticiper ça, c'est-à-dire les évolutions des grands groupes que constitue l'entreprise avec une vision un petit peu sociodynamique, un peu plus performante. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Et j'ai essayé honnêtement de vous dire fabuleuse expérience. Je voudrais juste dire rendre hommage aux équipes, toutes les équipes, parce que il faut bien voir qu'une entreprise comme la RATP, c'est un challenge quotidien incroyable. Il y a des savoir-faire incroyables. Vous allez peut-être prendre la 4 tous les jours. Sachez qu'il n'y a que la RATP qui sait automatiser une ligne sans l'arrêter. On avait un partnership avec les Japonais de JRist qui nous considéraient comme le top notch sur ce genre de sujet. Le rythme d'exécution était très élevé et je n'aurais jamais de mots assez grands de reconnaissance et d'amitié et de sympathie pour l'équipe avec qui j'ai vécu tout ça, et puis évidemment les salariés qui ont
qui ont fait le job dans des moments parfois extrêmement compliqués à gérer, parce que les transports, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose de particulier. Ça tourne H24, 7/7 entre la gestion d'infrastructures et les opérations. C'est absolument passionnant, mais c'est ultra demanding. Voilà. Merci Catherine, parce que c'est un peu hors norme. Merci pour votre pédagogie, parce qu'effectivement, on a balayé l'ensemble des choses de manière très structurée. Et j'espère que vous avez pu relever les pépites. Il nous reste très peu de temps, il ne nous reste même pas une minute, mais je pense qu'on va dépasser le temps. Moi, il y a un sujet, il y a une question que je voudrais vous poser, en fait, Catherine, qui est vraiment. Ouais. Enfin, il y en aura deux, mais je vais vous en poser une. C'est quoi la posture de leadership qu'on a pour justement, quand on est dirigeant du groupe comme ça, pour pouvoir impulser ça, garder cette énergie, garder les gens motivés, il faut avoir quoi comme qualité en fait, il faut avoir quoi comme leadership? Moi, c'est compliqué de s'auto-analyser. Moi, je crois que je suis arrivée dans cette entreprise extrêmement déterminée pour essayer de la préparer le mieux que je pouvais avec l'équipe en place à l'ouverture à la concurrence. C'était un challenge énorme et je pense honnêtement, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais peut-être d'être cash, d'être. Les syndicats m'ont souvent dit, on n'est pas du tout d'accord avec vous, mais au moins on sait où on va. Vous êtes transparente sur ce que vous faites. Et c'était vrai c'est vrai d'une certaine façon. Et je sais bien que il y a une limite, chacun était dans son rôle, etc. Donc je dirais la détermination, le courage, c'est pas toujours facile. Et puis le fait de bien s'entourer, de se dire la qualité de l'équipe est fondamentale. Franchement, je pense que le premier élément qu'un dirigeant doit regarder, c'est la qualité de son équipe et être intransigeant là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir prendre parfois des décisions douloureuses pour se constituer l'équipe avec laquelle on pense avoir le maximum, parce que le succès n'est jamais individuel, il est tout le temps collectif. Donc s'il y a bien une responsabilité du numéro un, c'est de constituer l'équipe qui l'entoure du mieux qu'il peut, de ce qu'il pense être le mieux, avec, j'allais dire, moi, j'avais finalement un mix interne-externe. Il y avait des gens qui avaient une expérience extraordinaire de la boîte, comme Philippe Martin, qui était mon DGA opération, pour ne citer que lui, qui était quand même, j'allais dire, le patron des opérations. Et en même temps, j'ai fait venir Iba Fares, son expérience client, et sur voilà, j'ai monté Sylvie Buglioni, dont je parlais tout à l'heure, est un pur produit de la RATP. Ingrid Lapère, que j'ai nommée au métro, est un pur produit. Donc on a fait un espèce de mélange interne-externe. Jean-Yves Leclerc venait à la fois, comme moi, de Bercy dans sa jeunesse, puis après de la SNCF, mais il n'était pas un pur produit de la RATP. Je l'ai accueilli dans l'entreprise à peu près en même temps qu'Iba, 2 mois avant, en 2018. Voilà, donc je pense que la constitution de l'équipe, la détermination, le courage, et puis la clarté, la vision. Ce qu'il faut, c'est la vision. Voilà. Donc là, la vision était compliquée parce qu'elle était d'expliquer à une entreprise publique qu'elle allait perdre une partie de son monopole, que beaucoup de gens, 19 000 sur 44 000, allaient tâter peut-être d'aller travailler finalement pour une entreprise privée, à dire qu'ils n'en avaient pas envie. Donc voilà, je dirais ça. Mais je crois beaucoup à l'humain. Vous avez commencé par ça, Muriel. Je pense que voilà. Après, il faut accepter aussi qu'il y aura toujours de la résistance. Il faut accepter que certaines personnes pensent que c'est une très mauvaise idée d'avoir ouvert à la concurrence. Encore une fois, comme je le disais souvent, le pourquoi est derrière nous. Le problème, c'est le comment. Hein. Et voilà, donc je pense que c'est ça, il faut être convaincu soi-même que vous avez les décisions difficiles que vous prenez, c'est pas parce que vous avez envie de prendre des décisions difficiles, c'est pour préparer l'entreprise. Donc c'est parfois, faut accepter d'être impopulaire. Hein. Moi, je l'ai été avec une partie de l'entreprise, je pense, et je l'ai accepté. Hein. Voilà. Merci Catherine.
Je crois qu'on a un petit souci de caméra, mais c'est pas très grave. Merci pour ce dernier mot. Ça fait vraiment une belle clôture et on clôture sur l'humain. Merci pour votre témoignage inspirant. Et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine matinale et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. En espérant que effectivement toutes ces petites pépites que nous a donné Catherine au fur et à mesure, de manière très synthétique, très pédagogique, eh bien vous puissiez aussi les instiller dans votre entreprise et voir comment utiliser ça dans un contexte qui peut être complexe. En tout cas, là, on était effectivement vous l'avez compris, dans une systémie vraiment très très complexe et donc un témoignage extrêmement inspirant sur comment on mène cette transformation-là quand tout est lié et qu'en plus on est en permacrise, donc c'est vraiment d'actualité. Donc merci Catherine pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir écouté et si ça peut vous être utile, j'en serais heureux et ravi parce que c'est une forme de croisade la transformation. Voilà. Exactement. Il faut avoir la foi, c'est ça que vous avez dit, le courage et la foi. Voilà, exactement. Ça ressemble à peu près, on va se mettre des casques et des grandes croix rouges et ça ressemble à peu près absolument. Merci beaucoup à tous et bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.